Immobilier de luxe, décoration d'intérieur, quelles sont les grandes tendances? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour parler immobilier de luxe qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Thibaut de Saint-Vincent, bonjour. Bonjour. Thibaut de Saint-Vincent, président du groupe Barnes, à la fois présent en France et bien sûr à l'international. Guillaume de Saint-Léger, bonjour. Bonjour. Guillaume, président, fondateur de l'agence Paragon, qui représente des designers et des architectes d'intérieur. Et on va voir au cours de cette émission, vous allez à la fois nous informer, nous faire rêver et montrer que vous avez des points en commun. Première question, peut-être d'introduction à tous les deux. Si je vous dis l'art de vivre à la française, qu'est-ce que cela vous inspire ? Thibaut, l'art de vivre à la française. L'art de vivre à la française, c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur chez Barnes. Voilà 30 ans qu'on essaye de promouvoir cet art de vivre à la française en France et à l'international. L'art de vivre à la française, ça se décline chez nous autour d'expériences qu'on va partager avec nos clients. Évidemment autour de la gastronomie et du vin, parce que c'est quand même notre excellence en France. Et puis l'art, la musique, on organise par exemple pour nos clients des concerts avec des Stradivarius parce qu'on présente aussi des Stradivarius à la vente. Également tout ce qui est le savoir-faire. On a toujours organisé beaucoup de partenariats avec de belles maisons de luxe françaises, plus ou moins connus d'ailleurs, ça peut aussi être des artisans d'art pour partager ce savoir-faire avec nos clients. Et puis enfin, tous les univers passion que sont le golf, la voile, la chasse, tous ces univers, la voiture de collection, où on peut partager des moments assez privilégiés avec nos clients. Parce que tout l'enjeu chez Barnes, c'est conserver cette relation, approfondir cette relation avec nos clients. Et quoi de mieux que finalement partager notre passion avec eux de l'art de vivre. Bon, c'est très complet, Guillaume. Pour nous, alors, l'art de vivre à la française, je pense que c'est cette exception française qu'on a avec ces grands décorateurs français et tous ces artisans d'art et ces maisons françaises qui fait qu'aujourd'hui, le monde entier nous envie, en fait. Cette capacité française à créer des lieux d'exception, à avoir des véritables talents créatifs très forts. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, la France est très très en avance. On a encore aujourd'hui cette chance-là. Et c'est tout ce que, au sein de l'agence Paragon, nous mettons en avant. Tous ces talents créatifs français qui incarnent et qui transmettent en fait tout ce que incarne l'art de vivre français aujourd'hui dans le monde. Et c'est ce que l'on verra tout à l'heure en détail, notamment avec des exemples. Alors, Thibaut de Saint-Vincent, aujourd'hui est annoncé, c'est assez important, c'est un rendez-vous annuel en fait, oui. À la fois la présentation du Barnes Global Property Handbook 2025 sur les grandes tendances, mais aussi le Barnes City Index sur les villes les plus attractives à travers le monde. Alors tout d'abord, quels enseignements tirer du Barnes Global Handbook tout d'abord? Voilà, le Barnes Global Property Handbook, c'est une étude que nous sortons chaque année sur le comportement des UHNWI et HNWI, donc cette population fortunée qui est pour les UHNWI qui possèdent 30 millions de dollars et plus. Comment se comportent-ils? Quelles sont leurs passions? Et puis surtout, où investissent-ils? Quelle ville privilégient-ils? Donc cette année, on a fait un focus sur la circularité, qu'on a d'ailleurs bien illustré au cours du dernier salon qu'on a organisé à Paris, qui s'appelait cette année le Pre-Love Luxury Show, auquel on a associé énormément de marques de luxe qui, comme vous le savez, se sont fortement impliquées dans le Pre-Love, qui représente aujourd'hui 25% de leur volume d'affaires. Aujourd'hui, vous avez des marques comme Rolex, comme Richard Mille, qui ont créé des départements pour tout l'ancien. Il y avait aussi beaucoup de maisons d'enchères, parce que le vintage est très à la mode actuellement et il revient très fort. Et finalement, l'immobilier, et nous sommes dans le Pre-Love. Nous vendons 98% de ce que nous vendons a déjà été aimé, habité et va être rénové, réutilisé, réhabilité. Une seconde main, c'est redonné aussi. Voilà, c'est redonner une seconde vie. Voilà, à la fois
des vêtements, du mobilier, mais aussi des maisons, des résidences. C'est donner une seconde vie. Exactement. Et il y a des codes et des priorités dans ce pre-loved, dans cette circularité qui sont la transmission. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients ont de plus en plus la transmission en tête quand ils achètent un bien, c'est-à-dire qu'ils se positionnent sur des décennies et sur comment vais-je transmettre, comment vais-je construire, améliorer, rénover avec des matériaux locaux, avec des artisans locaux. Et donc, il y a toutes ces nouvelles tendances qui sont intéressantes à souligner. Alors, dans l'étude, c'est aussi une étude sur cette population qui était de 60 000 UHNWI, donc qui possèdent 30 millions et plus, ils étaient 60 000 en 90. Les ultra riches. Les ultra riches, et ils sont aussi aujourd'hui 426 000. Donc c'est une hausse de 7% par rapport à l'année dernière, et c'est x7 par rapport à il y a 25 ans. Donc c'est une population qui ne cesse de se développer, qui est principalement composée d'entrepreneurs, qui composent aujourd'hui 74% de cette population, ou de ce qu'on appelle les héritiers entrepreneurs, qui aujourd'hui prennent une part importante, qui fait que finalement les héritiers tout court ne représentent plus que 10% de cette population. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite que lorsqu'on se contente d'être héritier, ça ne peut l'être que pour une ou deux générations, parce que souvent, on doit aussi entreprendre, innover et se remettre en question pour développer son patrimoine. Et donc, enfin, le Barn City Index. Alors oui, le Barn City Index. Le classement des villes les plus attractives, justement, pour ces ultra-riches. Exactement. Alors, ce Barn City Index, ce sont les 50 villes les plus recherchées par cette clientèle internationale, donc les 50 villes les plus internationales, sur la base de 3 critères. On investit dans une ville ou on s'installe dans une ville pour des questions affectives, liées à un critère affectif, qui est une belle culture, une belle architecture, une bonne gastronomie. C'est aussi pour des questions pratiques, parce qu'il y a de bonnes écoles, de bonnes universités, des bons moyens de transport, de bons aéroports. Et puis enfin, pour des questions financières, parce qu'il y a des possibilités de plus-value ou une fiscalité attractive, etc. Et donc ça, sur la base de tous ces critères, cette année, alors je vais parler peut-être déjà du top 5. Donc top 5, y a-t-il du changement? Voilà, alors il y a du changement, puisque Madrid est en tête pour la première fois de toutes les villes dans le monde. C'est une ville, Madrid, qui est numéro 1, qui, depuis 5 ans, les prix ne cessent de monter, qui attire une clientèle internationale du monde entier, mais principalement, on le sait, d'Amérique du Sud. Il y fait du soleil 300 jours par an. La fiscalité y est attractive dès qu'on veut entreprendre, parce qu'ils ont créé ce qu'ils appellent la Beckham Tax, c'est-à-dire un impôt forfaitaire de 20% pour ceux qui entreprennent en Espagne. Et par ailleurs, c'est une ville qui se rénove beaucoup, donc rénovation urbaine importante, grande sécurité. On l'appelle la ville des 15 minutes, parce que alors là, quart d'heure, on peut utiliser sa voiture à tout moment, car où qu'on aille, il y a 15 minutes. Et c'est vrai que depuis 7 ans que je suis souvent là-bas, je n'ai jamais connu les embouteillages. Donc ça fait rêver les Parisiens. Alors numéro 2, Dubaï. Numéro 3... Alors Dubaï qui était en tête l'année dernière. Qui reste aussi une ville qui est en train d'exploser complètement, avec plus de 20% de hausse des prix par an au cours des 3 dernières années, et qui est effectivement qui a le vent en poupe pour les jeunes de la tech, les jeunes entrepreneurs qui vont pouvoir déployer toute leur énergie dans un cadre défiscalisé à 100% là pour le coup. Et puis donc numéro 3. Donc vous avez Miami qui était déjà deuxième l'année dernière. Miami qui a attiré tous les habitants du nord des États-Unis, notamment avec la crise sanitaire, et puis ensuite depuis qu'il y a une forte inflation, finalement on a une population qui arrive de New York, qui arrive de Californie pour s'installer en Floride, et notamment et principalement à Miami. Numéro 4, Monaco. Monaco, c'est intéressant parce que finalement, on a beaucoup de nos propriétaires qui nous disent c'est la ville la plus chère du monde, mais c'est la ville la plus sûre parce que c'est une ville qui n'est pas endettée, qui a un budget positif depuis toujours, donc aucun risque finalement pour
ces propriétaires de se voir un jour grignoter leurs biens par des fiscalités plus ou moins inventives qui peuvent être liées aux droits de succession, qui peuvent être liées à la taxe foncière ou autre. Alors là, il y a zéro taxe et surtout, il n'y a pas de dette de l'État, donc peu de risques. Donc on atteint des prix qui vont jusqu'à 100 000 € le mètre carré, mais il est vrai, zéro risque. Et enfin, numéro 5, une ville qui monte aussi, qui est Milan, qui est très active et qui illustre finalement l'Espagne et l'Italie sont dans le top 5 parce que l'Espagne et l'Italie sortent vraiment leur épingle du jeu en ce moment dans le monde. Et à côté de ça, si vous me permettez rapidement de passer sur le top 10, donc on a en 6, 7 et 8 Paris, Londres et New York qui restent dans le top 10, mais qui devraient assez rapidement essayer de se remettre en question pour privilégier dorénavant la sécurité, la fiscalité, la propreté, la rénovation urbaine, toutes choses qu'ont réussi à faire ceux qui sont dans le top 5. Et puis, mais on sait que Paris, Londres et New York resteront toujours Paris, Londres et New York, donc on ne pense pas qu'ils risquent de sortir du top 10 néanmoins. Et enfin, nous avons en Rome et Austin qui sont des villes aussi Rome toujours avec l'Italie, Austin, qui est un petit peu l'autre État qui s'en sort très fort actuellement aux États-Unis, qui est donc le Texas. Et voilà donc pour ce très complet palmarès Barn City Index 2025. Voilà. On va poursuivre sur l'immobilier de luxe avec justement le design, la décoration d'intérieur, l'architecture d'intérieur, avec de l'expertise, avec Paragon. Guillaume de Saint-Lager, Paragon, pourquoi et qu'est-ce que c'est, Paragon ? Alors, c'est une agence de représentation d'architectes d'intérieur et de designers. Donc, on accompagne des architectes d'intérieur dans le développement de leur carrière, dans la gestion de leur image, et on leur présente des très beaux projets et on les accompagne. On fait en sorte que ces signatures montent, ces signatures émergent et leur donner tout le rayonnement qu'elles méritent en France et à l'international. Ça, c'est vraiment donc le côté ce qu'on appelle, nous, nos talents, en fait. Les jeunes talents, oui. Les jeunes talents. Ouais. Et d'ailleurs, pas que, mais en tout cas, c'est un des core focus, évidemment, de l'agence, de s'intéresser à ce qu'on appelle cette nouvelle garde, en fait. Et aussi, on a un vrai intérêt, un vrai focus sur le côté client aussi, en fait. C'est-à-dire que tout l'intérêt de l'agence, c'est qu'on accompagne nos clients à faire le meilleur choix, à trouver l'architecte d'intérieur ou le décorateur qui va correspondre parfaitement à leurs besoins, à leur style, à leur budget, à leurs envies. Avec le post-Covid, en fait, on a vu ce très fort mouvement d'intérêt, justement, pour le retour chez soi et donc pour l'attention qu'on peut porter, en fait. Et c'est très amusant et très intéressant, mais c'est même quasiment psychologique, de voir, en fait, son chez soi est le reflet en fait de soi-même en fait. C'est quelque chose en fait qui est très très personnel au fond. Et donc quand on a parfois d'ailleurs affaire à des grands patrons ou à des grandes familles, et dès qu'on parle de décoration d'intérieur, c'est là où ils se mettent quasiment à nu en fait. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à parler de ce qu'ils aiment, de choses qui sont vraiment très très personnelles. Donc c'est là où on rentre vraiment dans la sphère intime. Et c'est tout l'intérêt de notre agence d'apporter ce conseil au plus près. Un peu d'ailleurs à la manière des conseillers en art, en fait. Oui, ou même d'acteurs, d'actrices de cinéma. Vous êtes comme un impresario, en tout cas, de ces designers, de ces architectes d'intérieur que vous présentez. C'est ça, exactement, parce qu'on peut aimer un tel, ou aimer le noir ou le rouge. Et nous, ce qu'on apporte, c'est ce conseil, cette prise de recul pour savoir pourquoi est-ce que cette signature est la bonne. Par ailleurs, c'est bien si cette signature, par ailleurs, monte en termes de cote. Et c'est aussi, d'ailleurs, tout l'intérêt que les marchands de biens ont, en tout cas, quand ils viennent nous chercher, c'est pour détecter quelles sont les signatures qui montent le plus. Quelles signatures ? On peut donner quelques exemples, Guillaume ? Lesquelles ? Alors, les signatures qu'on représente aujourd'hui de la Nouvelle Garde, d'ailleurs, sortent la plupart des très grands studios d'architecture en France. Par exemple, on a Fanny Perrier, qui a fait une partie de sa carrière chez Joseph Diran. On a Edgar Jaillet, qui est un jeune
prodige, qui a 27 ans, qui a gagné le concours Design Parade Villanoï à 23 ans, son mobilier d'extérieur a été commandé par la Fondation Carmignac à 24 ans, et il est rentré au Mobilier National à 26 ans. Ouais. Donc on a comme ça quelques noms qui sont des véritables prodiges qu'on détecte assez tôt et qu'on accompagne en fait pour être sûr vraiment qu'ils puissent se concentrer sur leur partie créative et nous gérer toute cette partie que font les agents. Au fond, c'est quand même avant tout un métier de contrat en fait. Ouais. Alors le point commun tous les deux, quel est-il ? Thibaut. Le point commun, c'est que nous avons lancé un partenariat en octobre dernier, puisque une des valeurs qui nous tient à cœur chez Barnes, c'est l'accompagnement global, parce qu'on tient à accompagner nos clients à la fois géographiquement et en termes de métier, mais également localement, leur apporter effectivement tout cet accompagnement. On ne leur présente pas juste un bien, mais sur la partie rénovation, décoration. Et c'est venu comme une évidence, c'est quelque chose qui était demandé, notamment de certains clients, une fois qu'ils achetaient, de dire, mais voilà, oui, on aimerait bien décorer, tout ça, de se dire, il faudrait qu'on ait quelqu'un à peu près plus de, je pense que 50 à 60% des biens qu'on a à la vente sont des biens qui nécessitent une rénovation. Et souvent, les clients ont un peu de mal à se projeter. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui est parfois indispensable et qui va leur permettre de vraiment faire un produit, enfin un bien sur mesure. Donc vous donnez le contact de Guillaume. Voilà, et donc très complémentaire. Et on a déjà, en moins de 3 mois, on a déjà plusieurs dossiers qui ont été lancés. Et on a même, ils font même au départ un accompagnement, mais gracieux, pour pouvoir faire comprendre aux clients les possibilités d'un appartement. Et puis après, le client n'a aucune obligation de travailler avec eux, mais en tout cas, il a pu se projeter. Guillaume, oui. Oui, absolument. En fait, c'est tout l'intérêt quand on vient d'acquérir un bien. Souvent, soit on a son propre architecte depuis quelques années. Si c'est pas le cas, souvent ça va être soit la copine du cousin, mais bon, on sait pas trop sur quoi est-ce qu'on va tomber. Et c'est là où notre agence arrive, c'est-à-dire qu'on va vraiment comprendre quel est le brief du client, ce qu'il veut vraiment, quel est son budget, quelle est son envie. Est-ce qu'il veut une rénovation plutôt légère? Est-ce qu'il veut vraiment un service clé en main? On va jusqu'à l'art de la table, le linge de maison. Parfois même, on place non seulement un architecte d'intérieur, mais aussi ce qu'on appelle un pilote de chantier. C'est-à-dire que pour des clients qui ont été assez, qui ont eu quelques expériences passées qui ne sont pas très, très, très bien passées. Ouais. On est même capable de créer vraiment des équipes sur mesure qui vont parfaitement, on va dire, combler ce dont ils ont envie, en fait. Et en France et à l'international. Absolument, puisqu'on a nos bureaux qui sont basés à Paris. On a aussi ouvert New York en octobre dernier. On représente à peu près 80% de talents français, mais on a aussi des talents basés à New York, en Angleterre, en Italie, etc. Et donc, on est capable, même sur ces différentes destination, de proposer les noms qui non seulement sont bons, mais aussi travaillent bien. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où on fait très attention au sein de l'agence. C'est pas d'avoir, entre guillemets, des personnes qui auraient un ego trop fort, en tout cas un ego qui serait mal placé. Et donc, toutes les personnes qui rentrent dans ce nouveau service qu'on a créé avec Barnes travaillent bien, sont bons, et on propose le choix aux clients. Ça, c'est extrêmement important et ça leur plaît beaucoup. C'est-à-dire que quand on vient avec une liste, par exemple de 3 noms et on explique pour chacun d'eux, voilà, mais ça serait le bon nom parce que si, ça et ça, parce que ça nous est déjà arrivé d'ailleurs qu'un client était absolument fan de vélo, il faisait du vélo de course et il se trouvait que dans l'un des talents qu'on avait, était aussi fan de vélo de course. Et il avait dans Paris une pièce réservée pour son vélo de course, tout son matériel, son atelier. Oui. Et donc notre talent a su exactement dessiner, etc. Donc en fait c'est ça qu'on aime faire. Au fond, on fait des matchs en fait. C'est-à-dire qu'on fait vraiment matcher un client avec un talent qui sera parfaitement répondre à ça. Et de la personnalisation, du sur-mesure, aller loin. Sur l'immobilier de prestige, pour poursuivre, quelles sont les grandes tendances, Thibaut? Qu'est-ce que vous observez Alors en tout cas, ce qu'on observe, la tendance de fond, c'est que l'immobilier de prestige est définitivement devenu une valeur refuge par excellence. On a vécu là plus de 5 années de crises successives diverses et variées, et à chaque fois, à chaque occasion de ces crises, finalement, la part de l'immobilier de prestige dans justement les actifs de ces familles s'est renforcée. On voit
voit qu'il y a effectivement 25 ans, elle représentait 6% des actifs des familles fortunées. Aujourd'hui, on est à 19%. Oui. Donc alors, c'est évidemment l'immobilier de prestige dans sa globalité. Ce n'est pas que les appartements, les hôtels particuliers, les chalets, les villas. C'est aussi tout le secteur de l'hôtellerie. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de familles investissent dans des hôtels. Et d'ailleurs, la décoration, tout ce qui est décoration intérieure et architecture d'intérieur, concerne aussi beaucoup l'activité des hôtels, puisqu'aujourd'hui, ils sont très innovants et ils achètent des assets magnifiques, enfin ce qu'on appelle des trophy assets, et ils les rénovent et ils les gèrent en hôtel. Guillaume, en matière de tendance dans le design, je sais que c'est pas évident, mais si on devait tirer quelques tendances dans le design. Je pense qu'on en est un peu revenu de ce qu'on appelait le total look, où on faisait un peu fi du passé, on faisait un peu une table rase. Aujourd'hui, il y a vraiment, dans les grandes tendances qu'on voit, une très forte mise en avant des artisans d'art, en fait, qui accompagnent tous les décorateurs et architectes d'intérieur. Et ce qui ne se faisait pas par le passé, c'est-à-dire que c'était souvent toute une dimension un peu cachée, aujourd'hui, sont vraiment très, très mises en avant, célébrés. Donc ça, c'est une tendance très forte. Et il y a aussi toute la partie vintage. C'est-à-dire que dans un décor vraiment contemporain, moderne, les décorateurs d'intérieur vont toujours insérer certaines pièces vintage qui datent des années 20, 50, 70 pour vraiment, encore une fois, se raccrocher à l'histoire des arts décoratifs et plus à être dans encore une fois, on casse tout, on casse... et même d'ailleurs, ça a été un peu le drame, hein, ces très très beaux appartements de type haussmannien qui ont été absolument détruits en termes de sol, de tous ces magnifiques décors et aussi évidemment toutes ces cheminées. Donc, et là, aujourd'hui, les décorateurs d'aujourd'hui s'inscrivent dans ces décors, vont restaurer tous ces décors, vont faire appel à certains artisanats d'art, mais aussi par exemple comme les staffeurs, et vont s'inscrire dedans en fait. Et donc vont venir se marier différentes périodes, depuis la fin 19e, début 20e, et jusqu'à l'art contemporain. Et ça marche très bien en fait. Et on voit qu'on peut tout à fait avoir vraiment un décor qui correspond à l'usage d'aujourd'hui sans pour autant détruire tout ce qui a été fait avant. Et ça, c'est vraiment d'autres tendances, Thibaut, et notamment sur l'environnement, ou l'immobilier décarboné. Est-ce que une vraie tendance de fond, et notamment les nouvelles générations qui sont en attente? Oui, alors ça, c'est vrai que dans toutes les réhabilitations, les rénovations, il y a ce que Guillaume soulignait, et qui est d'ailleurs extrêmement rassurant, cette mise en avant de l'excellence, du savoir-faire français, et donc tous les métiers ancestraux comme effectivement la dorure, la sculpture, l'ébénisterie, etc. reviennent très en force, et ça c'est effectivement rassurant parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de formations, les compagnons reviennent en force, et nous on voit des très très belles rénovations qui ne se seraient probablement pas faites il y a 20-30 ans, et aujourd'hui des propriétaires qui relèvent des challenges impressionnants avec des châteaux où ils vont aller investir quelques dizaines de millions d'euros pour vraiment redonner vie à ce château. Donc ça c'est parce qu'aujourd'hui il y a cette vraie mise en avant de l'histoire et des matériaux, et mais avec toujours maintenant ce côté pérenne, ce côté de respect de l'environnement, et où on va... la conservation du patrimoine, que l'âme reste. Voilà. Et du coup, ça fait que l'innovation, alors c'est à la fois le savoir-faire ancestral, mais c'est en même temps beaucoup d'innovation, parce qu'ils vont vouloir effectivement l'isolation totale, le son partout, ils vont vouloir effectivement... Donc on a vraiment cette alliance, ce qui crée aussi des smart house, etc. Et donc ce qui crée beaucoup de réflexion de la part des architectes, et c'est souvent très passionnant. Et nous, on voit... C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dans nos clients, parce que chaque projet devient un projet entrepreneurial, parce que c'est toujours des défis en fait que se lancent les acheteurs qui en ont les moyens. Oui, Guillaume, pour prolonger justement entre le patrimoine, l'intelligence artificielle, les innovations.
Non, c'est vrai. Alors, dans le métier de la décoration d'intérieur, c'est quand même vraiment assez fascinant, en fait, cette capacité qu'ont les décorateurs d'aujourd'hui, en fait, à les puiser dans des savoir-faire qui sont très, très anciens et à les réinterpréter de manière contemporaine. On parlait même certaines boiseries qui ont été faites au XVe siècle, XVIe siècle, sont rachetées et sont refaites, par exemple, tout en verre, et c'est vraiment dingue de voir ça. Donc, ce que j'aime bien, en fait, c'est vraiment ce respect du passé, en fait, mais tout en se projetant, en fait, dans l'avenir. Et je pense qu'on est arrivé à cette période aujourd'hui où il y a un très très juste équilibre, en fait. Voilà. Donc, on se pose d'ailleurs toujours la question, qu'est-ce qu'on va laisser pour le futur? Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, si on se projette dans 50 ans, 100 ans, qu'est-ce qu'on dira, en fait, des années 2020? On a connu l'art nouveau, les arts décoratifs, les années 50, 70. Voilà. Je pense que ces années-là seront justement ces fameuses années où on aura mis en avant l'artisanat d'art et où on aura su, en fait, respecter et réinterpréter tout ce qui s'est fait par le passé, en fait. Tout en laissant une empreinte, la marque. Au fond, c'est très très néo-19e comme approche. Oui. La fin 19e a beaucoup réinterprété des époques d'avant. Et je pense qu'on est dans une forme un peu de néo-19e aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Un mot de conclusion, Thibaut. Optimiste déjà pour cette année 2025 ? Oui. Là maintenant, effectivement, on a eu 2 années un peu compliquées, mais les 3-4 derniers mois nous redonnent du courage. Déjà, on est soutenu par des taux qui sont redevenus tout à fait raisonnables. On est autour de 3%, on est même à 2% en Espagne. Donc ça, c'est très, très encourageant. Et puis, c'est vrai que comme on a la chance de travailler dans l'univers du beau, du luxe, et qu'on voit qu'aujourd'hui, il est vraiment reconnu et mis en valeur, c'est vrai qu'on a tout le champ des possibles qui nous est offert. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Thibaut de Saint-Vincent, Guillaume de Saint-Lager. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.